Los Angeles brûle, des quartiers entiers sont partis en fumée en ce début d'année 2025. Alors des tas d'experts vous donneront les causes plus ou moins polémiques, mais globalement ce qu'il s'est passé, c'est que les dernières années à Los Angeles ont été assez pluvieuses, il y a beaucoup de végétation qui a poussé, les derniers mois ont été très secs et donc il n'a fallu qu'une grosse tempête de vent pour que tout ceci s'enflamme à la moindre étincelle, emportant des quartiers entiers d'habitation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, environ 90% des maisons sont en bois. Oui, en bois. Du sol au plafond. Même dans les quartiers les plus recherchés de la Californie, là où le pouvoir d'achat n'est vraiment pas un problème, les maisons sont en bois. En France, on dit investir dans la pierre. Cette expression n'a pas vraiment d'équivalent pour les Américains qui, eux, vont plutôt dire investir dans l'immobilier. Alors pourquoi est-ce que cette nation produit des maisons aussi fragiles ? Alors qu'il y a déjà eu des catastrophes similaires, comme après le grand séisme de San Francisco et les incendies qui s'en sont suivis, les tornades du Midwest qui peuvent dévaster des villes entières, ou les ouragans de Floride qui là aussi peuvent souffler des maisons, des quartiers entiers. Pourquoi est-ce que les Américains continuent à construire en bois et pourquoi est-ce qu'en France on construit en pierre ? On verra cela et vous verrez qu'il y a des prolongements jusqu'au sujet qui nous intéresse, à savoir le marketing Internet. En premier lieu, c'est dû à l'histoire du pays, des États-Unis. Lorsque les Européens débarquent, c'est une terre qui est quasiment vierge et il y a une poussée vers l'ouest, la fameuse conquête de l'ouest. On se déplace vite et on construit avec ce qu'on trouve sur place. L'Est américain est recouvert de forêts, donc on abat les arbres pour pouvoir faire des cultures et on utilise les arbres qui sont tombés pour construire des maisons. C'est beaucoup plus rapide et facile que d'exploiter une carrière de pierre. D'autant plus qu'avec la conquête de l'Ouest, on ne sait pas si les gens qui habitent à un endroit aujourd'hui seront encore là l'année prochaine. Donc autant faire quelque chose qui est rapide et presque provisoire d'une certaine façon. En Europe, c'est plus complexe. On est établi sur des territoires depuis des siècles. Il y a même le mot terroir, qui est très difficile à traduire en anglais. Les gens d'une région y sont nés et ils vont y vivre. Les maisons se transmettent de génération en génération, et donc on va essayer de construire du solide en pierre. Et puis, quand on est un seigneur, donc la classe dominante de la société, on a aussi un rôle de protection. On va donc ériger des châteaux forts de plus en plus solides pour abriter les populations lors des cas de guerre. Aux États-Unis, bien évidemment, on n'a pas ce besoin. Il se met alors en place un phénomène culturel qui a été étudié dans les années 80. Ce phénomène s'appelle la dépendance au sentier et l'effet de verrouillage. Donc c'est un concept qui a été étudié en économie et qui suggère que les choix initiaux ont ensuite des répercussions pour des générations et des générations, même si le choix initial ne semble pas forcément optimal. Si vous posez la question à un Américain de c'est quoi la maison idéale, eh bien ce qui va lui venir en tête, c'est la maison en bois traditionnelle. C'est certainement dans une maison comme ça qu'il a grandi, c'est certainement dans une maison comme ça que ses grands-parents ont grandi, et c'est donc devenu le standard. Ce standard fait que les matériaux de construction, les entreprises de construction, les architectes, tout le monde est spécialisé dans la construction de la maison en bois, et c'est donc devenu le standard, la culture du pays. En Europe, puisque les riches seigneurs construisaient en dur pour offrir de la protection aux populations, eh bien, le standard culturel, celui que tout le monde a voulu avoir, c'est la maison solide, la maison en dur que l'on va transmettre, parce qu'on est du pays, on est du coin. Et c'est assez rigolo de voir qu'il y a quelques années, une architecte un peu babacool a inventé le concept des maisons en A, donc des maisons en bois que l'on construit soi-même. Elles permettent à quelqu'un d'un peu bricoleur et qui possède un terrain de construire une habitation qui va être solide, mais que, comme par hasard, l'administration française met systématiquement des bâtons dans les roues et donne de plus en plus difficilement les permis de construire pour ce type d'habitation qu'on accuse de dénaturer le style d'habitation local. C'est quand même assez gonflé quand on voit les pavillons dégueulasses qui ont été construits en masse dans les années 50 et 60. Mais on voit bien, là encore, que culturellement, en France, on est beaucoup plus attaché à un type de construction qui est classique, en dur, que la maison en bois, qui va être assimilée à quelque chose de pas d'ici, d'étranger, pas assez solide, donc qui colle pas aux standards culturels du pays. Je vous renvoie d'ailleurs à un excellent podcast sur ce sujet des maisons en A qui est passé sur France Culture récemment, vous avez le lien dans la description.
Mais ce choix dans le type d'habitation a aussi des conséquences culturelles bien plus profondes et je me rapproche là petit à petit de notre sujet marketing. La maison en bois se construit vite et se détruit vite et cela colle à l'esprit pionnier américain. Si je perds tout ici, c'est pas grave, je reconstruirai ailleurs et la vie continue. Les Américains sont donc des gens bien plus aventureux et entreprenants que les Européens. Ils se déplacent sans arrêt d'un bout à l'autre de leur immense pays pour recommencer une nouvelle vie. En Europe, on est plus attaché au voisinage. Ma famille est d'ici, je suis d'ici, mon grand-père avait sa maison au bout de cette rue. On est beaucoup moins mobile et lorsque l'usine du coin ferme, c'est un véritable drame pour les gens qui y travaillent, parce qu'ils se retrouvent alors sans alternative. Et devoir changer de région est un déchirement pour beaucoup de personnes. Il y a d'autres implications culturelles qui est aussi le rapport à l'étranger. Les Américains sont mobiles, mais ils ont aussi la réputation d'être des gens qui sont très amicaux. Si vous prenez l'avion et que vous êtes à côté d'un Américain, vous allez discuter avec quelqu'un qui va partager avec vous toute sa vie, comme si vous parliez avec un vieux copain. En Europe, il y a une méfiance qui est supplémentaire parce que le continent a été ravagé par des siècles et des siècles de guerre. On peut comparer les cultures à des fruits. Les Américains sont comme des pêches, c'est-à-dire qu'ils sont très faciles d'accès, l'extérieur est tendre, mais au centre, le noyau reste assez dur. Cela reste des individualistes. Et même si vous vous entendez bien avec la personne avec qui vous avez discuté dans l'avion, il ne va pas vous aider pour autant si vous vous retrouvez dans la mouise. Chacun sa vie, chacun son destin, à chacun d'agir sur son existence. Les Français, eux, peuvent être comparés à des noix de coco. C'est-à-dire que l'extérieur est très dur, il y a une méfiance qui est certainement liée aux guerres incessantes qu'il y a eu en Europe, mais l'intérieur est liquide. Donc en France, c'est peut-être plus difficile de se faire des amis, mais quand vous avez des amis, vous les avez pour longtemps. D'où les clichés. L'américain est amical et le français est froid. Mais cela se traduit aussi dans le marketing. Les Américains, avec leur esprit pionnier, montent des affaires, réussissent, échouent, recommencent ici ou ailleurs. Ainsi, on a vu des personnes âgées devant les ruines fumantes de leur maison de Los Angeles dire « c'est pas grave, je vais reconstruire ». Donc ils vont être plus réceptifs aux messages commerciaux agressifs, genre les pages de vente de Tai Lopez, très américaines, avec des grosses promesses écrites en rouge clignotant. Alors que si vous pratiquez un marketing aussi agressif en France, les gens vont se méfier et ne vont pas acheter votre produit. Le marketing en France doit donc prendre en compte le côté noix de coco. Il faut briser la glace, montrer que vous êtes digne de confiance, faire beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de pédagogie, pour réussir à faire la vente. Et c'est pour ça que le format blog ou YouTube, avec ses contenus plus longs qui prennent le temps, sont particulièrement adaptés aux infopreneurs de la sphère francophone. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas copier mot pour mot ce que vous voyez dans le marketing américain. Il s'adresse à des gens qui sont plus faciles à aborder, donc le côté pêche versus le côté noix de coco, à des gens qui sont beaucoup moins sensibles aux risques que nous. Mais cette différence culturelle, elle ne se limite pas à la communication initiale. Elle influe également sur le type de contenu qui fonctionne. Aux États-Unis, l'accent est mis sur l'immédiateté des résultats et sur le côté extrêmement transformateur des infoproduits. Gagnez votre liberté en 30 jours. Multipliez vos revenus dès demain. Ce type de contenu s'adresse à un public habitué à prendre des risques, à échouer et à rebondir. En France, le discours doit être bien plus nuancé. On préfère vraiment les approches progressives, pédagogiques. Les gens veulent comprendre les étapes du processus, évaluer votre crédibilité et savoir comment tout ceci va s'intégrer dans leur quotidien. Par exemple, si vous voulez vendre des formations, un des bons moyens de le faire, c'est de faire des démonstrations, de montrer votre produit, de mettre un accent fort sur des témoignages qui sont crédibles pour instaurer cette confiance. L'un des aspects clés du marketing en France repose sur la crédibilité et sur la légitimité. Donc montrer ses qualifications et des témoignages, c'est absolument essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles les marketeurs français offrent énormément de contenu avant de faire une offre. Il faut établir la relation de confiance. Il faut passer la coque de la noix de coco pour arriver au lait de coco. Un autre point à noter aussi sont les différences en matière de storytelling. Aux États-Unis, les récits personnels qui montrent des transformations spectaculaires sont très souvent mis en avant. En France, le storytelling est également un outil qui est puissant, mais il doit être ancré dans des réalités qui sont beaucoup plus tangibles, sinon on va avoir l'impression que vous exagérez. En France, on va se méfier d'une histoire qui semble trop belle pour être vraie. Enfin, on le voit aussi dans le cycle d'achat.
Les Américains sont plus enclins à prendre une décision vite, à être rapidement convaincus par un discours efficace. Les Français sont plus prudents et vont prendre davantage de temps pour analyser les informations. Comparer, consulter les options. Donc vous devez vous adapter à cette temporalité qui est plus longue. En conclusion, on voit qu'un certain type de marketing correspond parfaitement à l'esprit pionnier américain et comment un autre marketing est beaucoup plus adapté aux réalités culturelles des Français. Tout ceci explique pourquoi faire des copier-coller des techniques américaines ne donne en général pas des résultats identiques en France. Le succès réside encore une fois dans l'adaptation et dans le fait de répondre parfaitement aux attentes de son public. Je vous encourage donc à bien connaître votre audience, à bien connaître ses codes et leurs attentes spécifiques pour pouvoir y répondre. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo en commentaire, c'est important pour moi de voir si vous appréciez ce genre de format, et à ce moment-là, je pourrais en refaire d'autres. N'oubliez pas de rejoindre ma newsletter, vous avez le lien dans la description. Vous recevrez 2 formations qualitatives en échange et aussi des conseils marketing exclusifs pour vous aider à vivre de votre business en ligne. Merci et à bientôt.